Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 5 octobre. Invités, reportages, rencontres, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Avec à la une ce soir, la campagne annuelle de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein qui débute ce jeudi en Principauté avec les bâtiments officiels qui vont se parer de roses et des réunions d'information en ce traditionnel Octobre Rose. Le cancer du sein touche une femme sur 10 avec un espoir de guérison aujourd'hui qui va jusqu'à 90%. Le docteur Abdol Reza Bavgui, chirurgien gynécologique au centre hospitalier Princesse Grace, sera notre premier invité ce soir. Nous ferons le bilan du voyage du prince souverain dans le sud de l'Italie, dans les fiefs de la famille Grimaldi. Le prince Albert qui se prépare à un nouveau déplacement cette fois dans le cadre de la protection du monde marin dans l'océan Indien, avec le départ hier d'une nouvelle mission d'exploration de 2 mois entre la Réunion, l'île Maurice et les Seychelles. Le directeur général de l'Institut océanographique, Robert Calcagno, nous détaillera tout l'intérêt de cette exploration scientifique, engagée, voire diplomatique. La protection de l'environnement, on le sait, bien présente en Principauté, avec des nouveautés en matière d'emballage et en premier lieu, de nouvelles consignes en verre. Nous vous expliquerons dans ce journal leur conditionnement, leur cheminement pour vous offrir le meilleur de la cuisine de nos grands chefs monégasques. Consignes dans l'air du temps, tendance, design et emballage éco-responsable également. Chose vue au salon Luxpack. Frédéric Elion s'est rendu au Grimaldi Forum pour vous aujourd'hui et il vous dévoilera dans quelques minutes les grandes lignes du luxe en ce domaine. Sans oublier ce soir le sport et la culture en fin de journal avec en football, les derniers échos avant le match de Ligue Europa demain pour l'AS Monaco face à Trabzonspor. Et puis côté spectacle, vous découvrirez les premiers imprévus des ballets de Monte-Carlo de la saison présentés hier soir dans leur atelier. Demain, les bâtiments institutionnels de Monaco se teinteront d'une couleur qui nous accompagne chaque automne depuis plusieurs années maintenant, le rose. Rose, synonyme de prise de conscience. Octobre Rose est cette campagne qui s'étend tout au long de ce mois pour sensibiliser au mieux à la lutte contre le cancer du sein. Avec nous ce soir, le docteur Abdol Reza Bavgui, chirurgien gynécologique au centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. On a l'impression que désormais, c'est ancré dans notre conscience collective. Finalement, c'est dans le parcours santé de chacun, on le sait aujourd'hui, et tous les ans on le rappelle à cette période de l'année. Octobre Rose, c'est important pour ce dépistage contre le cancer du sein. Nous sommes tous mobilisés et tous ou presque concernés. Et oui, puisque le cancer du sein touche beaucoup de familles, puisque ça touche à peu près une femme sur 10. Donc on est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un de proche qui peut avoir ou qui a eu un cancer du sein. Ce qui veut dire que c'est dépistage obligatoire, bien sûr. Et dépistage obligatoire parce que en dépistant des patientes, on peut découvrir des cancers du sein qui se guérissent si on l'a découvert tôt. Alors que si on ne fait pas de dépistage et qu'on laisse traîner la maladie, la prise en charge devient plus compliquée. D'où l'importance de l'Octobre Rose de prévenir la population qu'il faut se dépister. Et ce petit ruban que nous portons aujourd'hui évidemment sur Monaco Info est important. Ça montre qu'on y est, dans cette période-là, on peut faire des dons et surtout se faire contrôler. Généralement, c'est quoi? C'est tous les 2 ans, une mammographie par exemple? La mammographie, chez des patients qui ne sont pas des facteurs de risque, c'est tous les 2 ans. Et le suivi, finalement, c'est on consulte d'abord son médecin traitant, ensuite on est dirigé dans quel service directement quand on Alors, on consulte son médecin traitant ou son gynécologue qui vous organise le dépistage en prescrivant la mammographie avec plus ou moins une échographie. Et ensuite, c'est les radiologues qui prennent le relais en faisant la mammographie et l'échographie. Et à partir de là, où tout est normal et on repart sur une surveillance dans 2 ans, où il y a des anomalies et le radiologue organise la suite des événements, soit des biopsies, soit une autre mammographie de contrôle. Le fait de communiquer comme pendant tout ce mois d'octobre sur Octobre Rose, c'est un vrai plus, on l'a senti, parce que maintenant la guérison est de combien? 85, 90, 95%? Ah oui, on est de taux de guérison au-delà de 85-90%, parce qu'on est très efficace sur le dépistage.
Très bien. Ensuite, quand le parcours malheureusement oblige à une chirurgie, vous êtes un spécialiste hein, bien sûr, aujourd'hui on arrive à reconstruire une poitrine? Déjà, on arrive à garder le sein. Dans 70% des cas, l'ablation du sein n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut garder le sein, enlever la zone malade et conserver le sein. Dans les cas où on est obligé de faire une ablation du sein, on peut évidemment proposer une reconstruction mammaire, et au CHPG, on propose toutes les techniques qui existent aujourd'hui pour réaliser ce type de chirurgie. Il existe différentes techniques, des lambeaux, des prothèses, des injections de graisse, de tissu adipeux, et on fait toutes les techniques au CHPG. On parle des dépistages, qui est la chose essentielle, vous l'avez rappelé en tout cas, docteur. Mais quand il y a un phénomène d'hérédité, ou à un moment, comment on peut savoir qu'il y a une suspicion? C'est une douleur qui arrive auparavant? Non. Le cancer du sein a ça de pas bien, c'est que c'est asymptomatique. Ça veut dire qu'on ne ressent rien. Quand il y a des facteurs de risque dans la famille, il faut consulter au CHPG pour avoir, il y a Aurélie Ginoux et moi-même qui faisons des consultations de génétique, et il faut consulter pour faire l'arbre généalogique de la famille, voir les cas de cancer dans la famille, et à partir de là, on décide de réaliser une prise de sang qui permet de chercher dans les gènes s'il y a des mutations, c'est-à-dire s'il y a des facteurs de risque de cancer héréditaires. Et dans ce cas-là, la surveillance, c'est à partir de 30 ans. Il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine particulier? Oui. Quand j'ai commencé mes études, on connaissait deux gènes mutés. Aujourd'hui, on en connaît 13 et ça ne fait que progresser. Les avancées et des fonds pour la recherche, bien sûr, c'est l'objectif d'Octobre Rose, avec plusieurs manifestations, porter un ruban. On va décorer, je le disais tout à l'heure, en propos liminaire, évidemment, tous les bâtiments officiels de Monaco, fonctionnels en tout cas, avec cette couleur rose qui nous est chère maintenant dans le cadre de cette recherche. Il y a même des courses qui existent, comme une course Odyssea pour les jeunes femmes, pour récolter des fonds. C'est important, là encore. Et oui, toute la principauté est mobilisée pendant ce mois-ci pour, effectivement, pour recueillir, pour sensibiliser et pour recueillir des dons qui nous permettent à nous d'avoir des professionnels de santé qui sont pas forcément des médecins, mais qui font beaucoup de bien aux patients. C'est-à-dire que le CHPG finance les tatouages de gens à qui on a enlevé le sein et l'aréole étant le bout rose, où on a des infirmières spécialisées pour faire des tatouages d'aréole, des tatouages de sourcils, c'est ce qu'on perd quand on fait de la chimiothérapie, et on a aussi maintenant des onco-esthéticiennes qui permettent aux patientes d'améliorer leur qualité de vie pendant ces périodes de traitement qui sont parfois difficiles pour elles. Et les dons servent essentiellement à développer le bien-être de nos patientes pendant ces périodes difficiles. Beaucoup d'écoute et beaucoup de suivi, notamment au CHPG, qui est pour l'instant dans l'excellence en la matière, visiblement. On est dans l'excellence et parmi les centres les plus importants de la région, puisqu'on opère plus de 150 cancers du sein par an, ce qui fait de notre établissement un des centres de référence dans la région, parce que plus on fait une certaine pathologie, mieux on le traite, mieux on le connaît. Donc, on est une des meilleurs centres de la région. Il ne faut pas l'oublier. Merci mille fois. Merci à vous. Merci à vous. Et dépistez-vous. Et toujours dans le domaine de la santé, le gouvernement princier qui indique ce soir que le vaccin bivalent Pfizer-BioNTech, adapté aux variants en circulation actuellement, sera disponible la semaine prochaine en principauté. Ce vaccin est accessible aux personnes ayant un schéma vaccinal complet comportant au minimum 2 injections de vaccin ou alors une injection et une infection documentée avec bien sûr test PCR ou antigénique positif. Les personnes souhaitant bénéficier de cette dose de rappel bivalent sont invitées à signaler leur intention auprès du centre d'appel Covid-19. La suite du déplacement du prince Albert II dans le sud de l'Italie. Depuis le début de la semaine, une équipe de Monaco Info suit le voyage officiel du prince Albert II dans cette région italienne. Après Ripa Candida, c'est à Monteverde que s'est poursuivie la visite du souverain dans les anciens fiefs des Grimaldi. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau avec Alexandra Marangoni.
Après un bain de foule dans la région du Basilicate, le prince Albert II a reçu un accueil tout aussi chaleureux à Monteverde, un tout petit village de plus de 700 âmes niché sur un rocher et qui doit son nom à la végétation qui l'entoure. Monteverde a même été élu l'un des plus beaux villages d'Italie en 2019 et il a aussi prouvé qu'il savait recevoir. Tous les habitants s'étaient donné rendez-vous dans les ruelles de la commune, drapeau monégasque et italien en main, pour marquer ce jour historique, celui de la visite du prince Albert II. Questa è una giornata molto importante per il paese, ci riavvicina alla storia e siamo tutti felici. È importante non solo perché c'è questo richiamo storico, ma perché questa cerimonia, questa visita rinsalda il desiderio di pace, di comunicazione tra la gente, tra i popoli, e quindi sono contentissima che il principe abbia accettato di venire in questo piccolo borgo. Des plus jeunes aux plus anciens, chacun mesure l'honneur de recevoir le prince Albert II dont la famille dominait Monteverde en 1532. Le Castello Baronale porte d'ailleurs également le nom de Grimaldi. On peut aussi y déchiffrer quelques traces de près d'un siècle d'histoire commune. Ce château a été très stratégique, on voit évidemment avec le panorama, c'est un point haut et donc tout point haut est un point qui permet de tenir les zones environnantes et les armoiries des Grimaldi, il y a un vestige de cette présence de ce siècle des Grimaldi à Monteverde à travers les armoiries, le fuselé d'argent et de gueule des princes que le prince a pu admirer. Endroit stratégique aux confins de 3 régions, la Basilicate, les Pouilles et la Compagnie, Monteverde était le dernier fief que Charles Quint avait octroyé aux Grimaldi, que le prince n'avait pas encore visité. Ha iniziato con il comune di Campagna, che è in Campania, poi questa primavera abbiamo fatto Canosa e Terlizzi e il castello di Garagnone e abbiamo concluso il ciclo con appunto Ripacandida e Monteverde. Tutti paesi che hanno veramente sudono di storia e di tradizione ed è un complimento ai sindaci che riescono a mantenerle, farle vivere e farle conoscere ai più giovani. Au-delà des liens historiques qui unissent Monaco et l'Italie, ce sont également les liens d'amitié qui ne cessent de se renforcer grâce au site historique Grimaldi de Monaco. Le prince Albert II sera de retour en Italie début novembre pour un déplacement en Calabre dans les territoires liés historiquement à sa famille. Et vous avez pu le constater dans nos différents reportages sur Monaco Info consacrés à ce déplacement de 2 jours du prince souverain dans le sud de l'Italie, que ce soit à Ripacandida ou à Monteverde, le prince Albert II aura reçu un accueil toujours aussi chaleureux. Émilie Rousseau a d'ailleurs recueilli les impressions du souverain à l'issue de cette visite de 48 heures. Ces visites sont là pour célébrer l'histoire, bien entendu, l'histoire commune que nous avons avec ces territoires, mais c'est aussi pour essayer de les accompagner, bien sûr moralement, mais aussi peut-être par des futurs projets, dans le présent et puis surtout dans l'avenir. Et puis c'est pour les aider à valoriser ces territoires et à leur donner une espérance et un projet économique ou un projet touristique, un projet culturel qui pourrait les aider à mieux se faire connaître. Il faut peut-être aussi les accompagner, leur donner des idées pour imaginer leur futur. C'est ce que je pense, grâce à cette association des sites historiques, que ce soit en France ou bien en Italie, ou peut-être dans le futur en Espagne, parce qu'il y a des sites historiques, Grimaldi, qui sont aussi en Espagne, et bien on pourra les aider modestement à notre place, mais on pourra peut-être imaginer des très beaux projets ensemble. Retour en Principauté, où la saison des salons bas sont pleins en cet été indien. Gros plan ce soir avec Frédéric Elion sur celui du packaging de luxe. L'emballage joue un rôle essentiel en marketing et de nos jours, il est presque indissociable du produit vendu. Il permet de protéger et mettre en valeur son contenu, mais c'est aussi un véritable outil de communication. Du 3 au 5 octobre, les fabricants d'emballages premium du monde entier se sont réunis à Monaco au Grimaldi Forum à l'occasion du salon LuxPack.
Ce salon, ce sont des fournisseurs d'emballages de luxe qui rencontrent les marques qui viennent chercher leur packaging de demain, tout secteur confondu et international. Ce sont 450 exposants qui viennent donc exposer leurs dernières innovations. Ça fait un moment déjà que la communauté du packaging, que ce soit les donneurs d'ordre et les fournisseurs, cherchent des solutions pour être plus éco-responsables et c'est quelque chose qui s'accélère. Pour cette édition post-Covid, les fournisseurs américains et asiatiques ont fait leur retour sur le salon. Beauté, cosmétiques, parfumerie, épicerie fine, spiritueux, les secteurs représentés sont nombreux. Tous viennent proposer leur innovation, toujours avec l'éco-responsabilité en toile de fond, comme la société Riverpack qui fabrique des coffrets et sacs en papier. Aujourd'hui, on est conscient que l'emballage doit faire une évolution, peut-être une révolution, de manière à avoir un impact le moins important possible sur les émanations de CO2 et sur l'environnement en général. Donc on a des évolutions qui vont dans ce sens. On utilise aujourd'hui de plus en plus de matériaux qui sont issus du recyclage. Pour éviter d'avoir à reproduire ou réutiliser des matériaux vierges. Un travail est aussi effectué sur les épaisseurs et volumes des emballages qui doivent être entièrement et facilement recyclables. Plus concret, plus proche de vous encore, la mise en boîte Made in Monaco et cette idée de consigne pour des plats d'exception qui rentrent petit à petit dans nos mœurs, nos habitudes en principauté, avec les grands chefs qui réfléchissent à des recettes adaptées à la conservation sous verre. L'enquête ce soir de la rédaction de Monaco Info. Avec 2 étoiles au guide Michelin et son style novateur et engagé, Marcel Ravin réinvente la carte du restaurant Madawan à l'occasion de la Semaine du Goût. Une cuisine simple, rapide et saine qui sera également proposée sous format Ma Consigne, une entrée et un plat chaud placés donc sous le signe de l'anti-gaspillage alimentaire. Et avec Ma Consigne, je trouve que c'est un joli partenariat, mais ce n'est pas juste un partenariat, c'est juste, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui nous devons changer nos habitudes, nous devons comprendre que le gaspillage, il faut le limiter, et pour la protection de qui, mais pour la protection de nous et de la planète, il faut que les gens prennent conscience que ce n'est pas compliqué de venir chercher, on l'a fait dans le temps, avec des consignes, des boissons et tout, etc., des bouteilles qu'on ouvrait, qu'il fallait remettre dans des consignes pour récupérer. Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui adapter aussi la cuisine sous cette forme-là? Je trouve que c'est une très bonne idée que Ma Consigne puisse pouvoir se développer ici à Monaco, et ça va dans le sens de ce que Monaco fait depuis très longtemps pour la protection de l'environnement. Pour ces plats, rien n'a été jeté. Les queues de chou-fleur, habituellement boudées, sont ici transformées en houmous. Manger bien, manger mieux et être responsable, un défi complexe que de très nombreux chefs ont décidé de relever. Le déjeuner hier de l'Association monégasque des activités financières, l'AMAF, qui accueillait la nouvelle secrétaire d'État à la justice, l'une de nos invitées lundi soir sur Monaco Info, Sylvie Petit-Leclerc, qui a mis l'accent sur l'importance de la coopération internationale, l'entraide, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, avec en exergue la mise à disposition des outils nécessaires pour soutenir les banquiers de la principauté dans ce grand combat financier. La protection, cette fois de l'environnement, mieux comprendre la diversité marine, c'est tout l'objectif d'une nouvelle mission du projet des explorations de Monaco. Et avec nous, pour en connaître tous les détails, le directeur de l'Institut océanographique de Monaco, Robert Calcagno, qui nous a accordé cet entretien hier, juste avant son départ vers l'océan Indien. Robert Calcagno, bonsoir à vous. Oui, bonsoir Christophe Paco. On est heureux de vous retrouver parce qu'on va parler de cette défense ô combien importante de notre environnement et surtout des océans. Avec une mission, cette mission Monaco Exploration qui vient de débuter, qui va donc durer 2 mois. Et oui, nous sommes à un moment particulièrement prenant puisque le bateau, le SA Agulhas II, est parti hier après-midi de Cape Town pour une mission de 2 mois dans l'océan Indien. Il se dirige en ce moment vers Maurice, puis il ira à La Réunion, et puis sur le petit îlot d'Aldabra, et puis à Mahé aux Seychelles, et un grand stop de plus de 15 jours sur les hauts fonds Saya de Maya,
Maya, Saint-Brandon, Maurice et ensuite retour à Cape Town. Donc vous le voyez, c'est une mission d'envergure. Avec beaucoup de scientifiques, également des techniciens et même des étudiants cette fois-ci. Cette fois-ci, nous utilisons un très gros bateau puisque dans le cadre donc d'un accord avec l'Afrique du Sud, ils nous mettent à disposition d'un très grand bateau océanographique, donc le SA Agulhas II, qui peut accueillir plus de 100 personnes au travail. Et nous aurons donc au moins plus d'une cinquantaine de scientifiques, mais aussi des artistes, des étudiants, des hommes de médiation, une équipe de production d'un documentaire, des photographes. Donc vous le voyez, c'est une mission ambitieuse et que je pourrais presque qualifier de darwinienne dans son champ d'études. Avec une gestion évidemment de tout ce qui se passe au fond de l'océan, et même à la surface bien sûr, mais là on va travailler peut-être vers le corail, vers la mégafaune aussi. Oui, alors on va avoir deux arrêts sur lesquels je peux m'arrêter plus précisément. L'îlot d'Aldabra, ça c'est un îlot merveilleux qui est aussi riche dans la mer, dans l'océan que sur Terre. Par exemple, au niveau des tortues, il y a à la fois des tortues marines, des tortues vertes, des tortues imbriquées, mais aussi des tortues terrestres, les célèbres tortues d'Aldabra qui sont très grandes. Hein. Et nous allons effectivement étudier les populations de tortues, nous allons étudier les coraux et notamment prélever des échantillons pour le Conservatoire mondial du corail. Nous allons étudier les pollutions et notamment les pollutions plastiques ou les pollutions par métaux. C'est donc une mission très large sur Aldabra qui se profile, qui est un îlot, un paradis de la biodiversité, assez bien connu, mais nous allons continuer l'exploration. On peut imaginer que le prince souverain va se déplacer à un moment ou à un autre sur ces 2 mois ? Alors écoutez, oui, le prince souverain va très certainement et très probablement rendre une visite d'État à la République des Seychelles. Et comme toujours, les explorations de Monaco ont une forte base scientifique, mais le but est vraiment une protection active, diplomatique, politique de l'océan. Et notamment dans cette mission, nous avons le projet, je pourrais presque dire le rêve, parce que ça ne va pas être simple, de créer une aire marine protégée en haute mer sur ces hauts fonds Saya de Maya. Alors pour ceux qui connaissent un peu le droit de la haute mer, vous savez qu'il n'y a pas aujourd'hui d'instrument juridique international qui permet de créer ce type d'aire marine protégée. Et donc la mission d'exploration et les études que nous faisons vont nous permettre de documenter ce lieu et lorsqu'il y aura de nouvelles négociations à New York, aux Nations Unies, pour amender la Convention de Montego Bay de 1982, nous donnerons un peu de chair au débat très juridique en leur montrant sur le terrain qu'est-ce que ce type de nouvel outil juridique pourrait donner, pourrait protéger notamment des cétacés, des herbivores marins. On connaît l'engagement de la principauté, bien relayé évidemment par Monseigneur et par vous-même, Robert Calcagno. Et c'est vrai qu'on est presque un peu plus loin que la petite technique du colibri. Chacun doit faire quelque chose aujourd'hui. On a l'impression qu'on fait toujours un peu plus à Monaco. Et ça nous fait du bien pour les générations futures. C'est une mission qui n'a pas été simple à organiser. La période Covid nous l'a retardé, mais aujourd'hui nous sommes prêts, aidés par un comité d'orientation international qui rassemble 10 scientifiques vraiment de très haut renom. Nous avons une baseline study qui va nous permettre d'aller loin et fort, et je l'espère de faire plus d'impact qu'un colibri. Oui, plus d'impact, bien sûr, pour cette nouvelle exploration, Monaco Exploration, dans l'océan Indien. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info, Robert Calcagno. À très vite. Merci Christophe Paco. Les sports et la 3e journée de phase de poule en Ligue Europa. Et demain soir, au Stade Louis II, 18h45, Monaco va tenter de garder son joli rythme du moment face à l'équipe turque de Trabzonspor, dont il va falloir se méfier. L'entraîneur en est conscient, Philippe Clément. Trabzon, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup des internationaux. Nous avons parlé de ça ce matin. L'équipe basse sont tous des internationaux. Aussi sur le banc, c'est presque tous des internationaux. Et pas des internationaux qui ont joué 5 matchs, mais
des joueurs comme Hamsik, qui ont joué plus que 130 matchs avec l'équipe nationale. Et il y a plusieurs comme ça, pour des bons pays aussi, comme la Grèce ou Bartra, qui a joué 14 matchs pour l'Espagne. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est un match avec une équipe avec expérience contre des lions jeunes. Et aussi Wissam. À l'initiative du Centre scientifique de Monaco et le musée d'anthropologie préhistorique, la première fête de la science se déroulera le 22 octobre prochain, place d'Armes, entre 9h et 18h. Au programme, animation, démonstration, ateliers, présentation des activités de recherche ou encore discussion avec les chercheurs et découverte du Spéléo Club de Monaco. Connaissez-vous les imprévus pour terminer? Les imprévus où, quand Jean-Christophe Maillot vous ouvre tout simplement les portes de l'atelier des Ballets de Monte-Carlo et vous fait vivre une soirée inédite avec les danseurs de la compagnie. Une première suivie hier par José Sacré. Atelier des Ballets de Monte-Carlo, mardi 4 octobre. Pour la première fois depuis 10 ans qu'existent les imprévus, les amis des Ballets de Monte-Carlo, spectateurs privilégiés, ont pu assister à une barre, l'exercice d'entraînement quotidien des danseurs. Puis Jean-Christophe Maillot leur a proposé quelques extraits des prochaines productions de la nouvelle saison. On est en train de remonter Opus 40, qui est un ballet que j'aime particulièrement. Et là, c'est une toute nouvelle génération qui le fait, avec deux jeunes danseuses qui sont d'ailleurs toutes deux issues de l'académie. Qui vont faire ce solo que Bernice avait créé. Donc je vais montrer ça au public. Je vais leur montrer le travail en répétition, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment assister à la mise en place de quelque chose qui est au début de sa structure et qui vont pouvoir découvrir et voir un peu comment je les corrige. Donc je vais vraiment les faire rentrer dans la réalité du travail quotidien avec cette proximité assez exceptionnelle toujours qu'offre ce studio et ce rapport direct avec le danseur. Prochain spectacle à Monaco, le Monaco Dance Forum, du 10 au 18 décembre. Mais avant cela, les ballets partiront en tournée à Brescia, à Tokyo et à Washington. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Yannick de Béver. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La principauté perdra un peu de temps d'ensoleillement demain. La faute à des nuages qui défileront continuellement dans le ciel monégasque sans pour autant stagner. Pas de variation de température, attendez encore jusqu'à 22 degrés dans la journée. Enfin, ce jeudi 6 octobre, nous fêtons la Saint-Bruno. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec l'exposition Newton et une conférence très attendue demain soir à la Villa Sauber avec en premier lieu une visite commentée de l'exposition Newton Riviera en compagnie de Dominique Baquet, philosophe et critique d'art. Et après cette déambulation, il s'ensuivra une grande discussion. Les photos du jour sont signées Stéphane Dana. Demain, 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez pour un tout nouveau journal sur votre chaîne préférée, sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.